Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et comme tous les lundis, on fait le tour de l'actualité. Vous n'oubliez pas de regarder tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vous fais des vidéos tous les jours, comme ça vous pouvez refaire un petit tour dessus et voir un petit peu ce qui s'est passé. Et sinon, ce matin, on va parler de Michael Saylor qui prédit une fête pour le BTC. On va parler du nombre de portefeuilles millionnaire du Bitcoin qui a triplé en 2023. On va parler aussi de piratage, malheureusement, de choses qui ne vont pas très bien dans l'écosystème. C'est pas terrible. On va parler aussi du marché traditionnel. Et pour revenir à la semaine passée, eh bien, là, vous agrandissez, vous pouvez regarder un petit peu tous les titres qu'on a eu cette semaine, beaucoup de choses. On a parlé de la SEC, de FTC, on a parlé de gens très connus dans l'écosystème comme le dirigeant de Tesla qui ne prendra pas de crypto. Voilà, on n'a pas de bonnes news, de mauvaises news, de différentes choses comme ça. Si vous m'écoutez tous les matins, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Je vous fais d'autres vidéos en vous parlant du Web3, des entreprises du Web3 qui seront nos futures licornes ou peut-être des pépites avec leur crypto, tout ça, on ne sait jamais. Et sinon, je vous fais d'autres vidéos aussi, on parle des graphiques. Et sur les graphiques comme ça nous permet de voir vraiment où on est notre crypto-monnaie au niveau des prix, savoir si on peut rentrer, pas rentrer, dormir ou attendre, voilà, agir ou ne pas agir en tout cas, hein. Et on a un BTC à 36 975, on a un ETH à $2000, bah écoutez, pas mal, hein, le TH au-dessus des 2000, et puis notre BTC, bon, toujours en dessous des 37 000 là, mais ça revient, il bouge pas mal, on surveille tout ça de près, évidemment. On a un marché qui, plutôt dans le rouge au niveau des altcoins, bon, il refait un petit tour, c'est un petit peu normal de retracer de temps en temps, donc on ne s'inquiète pas, hein, on surveille les news dans l'ensemble pour voir justement ce qui peut se passer par la suite, hein. Le BTC est toujours le grand patron, on l'a bien compris, pour un bout de temps, hein. Derrière, on aura le mais sinon vous avez des cryptos qui performent, d'autres qui ne performent pas, et je vous fais aussi sur des graphiques, on peut voir ça ensemble, voir le chemin qu'elles peuvent prendre ou ne pas prendre. Guerre en Ukraine, toujours pareil, on pense à tous ceux qui souffrent, et maintenant le Hamas, l'Israël aussi, on en parle à longueur de temps évidemment, il y a d'autres guerres dans le monde encore, et une pensée pour tous les gens qui souffrent dans le monde évidemment. Calendrier économique, toujours à suivre, vous suivez toutes les news, on suit surtout la tech, on suit les États-Unis, on suit tous les discours qui peuvent y avoir parce que ça va influencer le marché, et ça encore une fois c'est bon pour les traders, hein. C'est bon pour les traders, hein. Si vous n'êtes pas trader, effectivement vous en foutez un petit peu si vous faites du très long terme, mais bon, moi je dis que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on doit suivre les marchés traditionnels, on doit suivre tout ce qui se passe dans l'écosystème, puisque c'est comme ça qu'on va comprendre si on a une chance d'avancer ou de ne pas avancer ou de stagner pendant des mois et des mois. Voilà, hein, les news c'est important, les fondamentaux c'est important, et les graphiques, c'est important. Tout est important en règle générale, hein. Évidemment, la finance, c'est quelque chose de compliqué et de très risqué, donc il faut un minimum de connaissances dans tout ça. Allez, on va parler du marché trad une seconde. Marché asiatique. Pardon. Marché asiatique qui débute la semaine dans une note positive, inspirée par le rallye impressionnant de Wall Street, où le Nasdaq a bondi plus de 2%, une semaine chargée attend la région, avec des événements notables en Chine, incluant une rencontre présidentielle américano-chinoise, des publications économiques majeures et des annonces de résultats d'entreprises. Le Japon attend également des données clés comme le PIB préliminaire du troisième trimestre et l'inflation. Les conditions financières au Japon sont plus souples depuis près de 34 ans selon l'indice de Goldman Sachs. Cependant, l'économie japonaise ne répond pas aux attentes avec un indice de surprise économique de Citi devenu négatif. Les indices majeurs tels que Nikkei japonais et le Hang Seng de Hong Kong ont connu des hausses, tandis que les blue chips de Chine continentale et l'indice australien ont légèrement fléchi. Tout ça on voit sur les graphiques. Évidemment, les actions chinoises quant à elles affichent des gains modestes malgré une performance meilleure que les semaines précédentes. La dynamique positive de marché asiatique La dynamique positive des marchés asiatiques, tirée par le succès récent de Wall Street, montre un optimisme croissant parmi les investisseurs. Pourtant, cette confiance est tempérée par des incertitudes politiques et économiques. Et oui, on n'a pas de certitude en ce moment, mes amis. Il faut faire très attention. La rencontre entre les présidents américains et chinois pourrait influencer les marchés. Donc, on va suivre ça de près, étant donné les tensions géopolitiques
actuelle. Et oui, c'est un peu chaud dans le monde, hein. C'est un petit peu chaud, hein. Tout ça, bon, sur des articles que je vous mets tous les liens dans les commentaires, donc vous pouvez après les approfondir si vous voulez. Si vous voulez, moi tous les matins, je vous en fais des résumés et des petites analyses pour vous faire gagner du temps. Le dollar a conservé sa fermeté lundi. Les investisseurs attendent avec impatience la publication des données sur l'indice des prix et la consommation, l'IPC américain, prévu pour mardi. Ces données sont cruciales pour évaluer si la Réserve fédérale doit continuer ses efforts pour contrôler l'inflation. Le yen japonais, quant à lui, est resté vulnérable, se rapprochant d'un creux annuel par rapport au dollar. L'indice du dollar est resté stable à 105,80. Les rendements élevés du trésor américain et la force du dollar continuent d'exercer une pression sur le yuan. Parallèlement, les données économiques japonaises montrent un ralentissement de l'inflation de gros, ce qui pourrait impacter la politique monétaire de la Banque du Japon, comme on l'a déjà dit. D'autres devises comme la livre sterling et l'euro ont également montré une stabilité relative face au dollar. Voilà, on a quand même une divergence continue entre la politique monétaire et les États-Unis et celle du Japon. Les autres devises majeures telles que le livre sterling et l'euro montrent une stabilité, comme je viens de vous dire, mais restent sensibles aux fluctuations économiques et politiques dans leurs régions respectives. Il ne faut pas oublier, les marchés restent attentifs aux signaux de la Fed et de la Banque du Japon, ainsi qu'à d'autres indicateurs économiques clés. On surveille tout ça de près. Alors on a en revanche, on va parler une seconde du pétrole. Le prix du pétrole, on continue une légère hausse de près de 2% vendredi. Malgré que là, on voit que les prix du pétrole chutent en raison des craintes d'une baisse de demande aux États-Unis et en Chine ce matin. Le prix du pétrole, comme je vous disais, une hausse de 2% vendredi. Donc depuis, ça a rechangé un peu, soutenu le soutien de l'Irak aux réductions de l'OPEP+, mais ont enregistré une baisse globale d'environ 4% pour une semaine. Et oui, donc ça bouge, c'est normal, les marchés montent et descendent à longueur de temps. Donc il faut essayer de s'y retrouver dans tout ça, parce que d'un côté, vous verrez, on vous dit que ça monte, d'un autre côté, on va vous dire que ça baisse. Donc je dis ça parce que j'ai un ami qui m'a appelé justement, mais il faut toujours regarder les choses, pas simplement en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures, en 5 heures, il faut regarder quand même sur un temps souvent un petit peu plus long, comme maintenant quand on est trader, nous on suit ça à la seconde évidemment, mais sinon on regarde ça quand même, on regarde une ambiance un peu générale qui se joue plutôt sur quelques jours, une semaine, vous voyez, que qu'en quelques heures où vous pouvez toutes les heures changer d'opinion. Cette troisième perte hebdomadaire consécutive depuis mai reflète les inquiétudes sur la demande faible aux États-Unis et en Chine et l'émission des tensions en Israël et Hamas, évidemment. Les prévisions de l'EIA suggèrent une augmentation moins importante que prévue de la production de pétrole brut aux États-Unis et une baisse à la demande. La consommation d'essence par habitant aux États-Unis pourrait atteindre son niveau le plus bas en 2 décennies l'année prochaine. Attention, la faiblesse des données économiques en Chine renforce les craintes d'une baisse de la demande aussi. Les raffineurs chinois ont demandé une réduction de l'offre de l'Arabie Saoudite pour décembre. L'Arabie Saoudite et la Russie, les principaux exportateurs, ont confirmé la poursuite de leur réduction volontaire de production jusqu'à la fin de l'année. Voilà, cette tendance sur le marché pétrolier illustre une période d'incertitude, comme je vous disais, avec des forces contradictoires influentes, sans les prix. D'une part, la demande faible aux États-Unis et en Chine, les 2 plus grands consommateurs de pétrole, il ne faut pas l'oublier, exercent une pression à la baisse sur les prix. D'autre part, les réductions volontaires de l'offre par des pays clés de l'OPEP+, comme l'Arabie Saoudite et la Russie, soutiennent les prix. Les inquiétudes persistantes sur la croissance économique mondiale et la gestion de l'offre sur l'OPEP+, continuent de créer de la volatilité sur les marchés. Ça permet de trader entre nous. La prochaine réunion de l'OPEP+, le 26 novembre, sera cruciale pour déterminer la direction future des prix du pétrole. Donc on attend impatiemment ça. La réduction du nombre de plateformes pétrolières en activité aux États-Unis indique également une anticipation d'une production future modérée, évidemment, ajoutant une autre dimension à l'équation complexe de l'offre et de la demande sur le marché mondial du pétrole. C'est compliqué pour ceux qui se servent de ça pour travailler. Et donc on va passer un petit peu sur les graphiques. Allez, on regarde les graphiques en 2 secondes. Les graphiques, comme je vous dis, les news, c'est génial, il faut les lire, il faut s'en imprégner un petit peu, mais les graphiques, en 2 secondes, sont parlants. C'est pour ça que moi, j'aime les graphiques, peut-être parce que je suis trader, mais les graphiques sont parlants en 2 secondes. En 2 secondes, on voit tout de suite, en une journée, en une semaine, en 1 heure, en quelques secondes, on voit tout de suite un marché, de la manière dont il évolue. On a l'or qui baisse pas mal. On a le DAX et le CAC 40, on verra ce matin comment il va démarrer. Il n'est pas encore démarré, il est que 8h10 là au moment où je vous le fais.
On verra ce qui se passera. Sinon, sur les autres marchés, en 4 heures, et on a bien vu que les marchés vont reprendre cet après-midi vraiment en plein pour le S&P 500, le Nasdaq et tout ça, mais on était plutôt, en 4 heures de temps, on était plutôt positif. Voilà, donc on va voir ça, on va suivre ça de près évidemment, on suit ça avec prudence, attention à vous, faites attention à ce que vous faites, voilà, c'est pas parce que d'un seul coup on voit quelque chose un peu monter qui va monter indéfiniment, et vice versa, c'est pas parce que ça baisse indéfiniment. Le DXY ici qui se tient pas trop mal, et on a les autres monnaies ici, mais ça on n'est pas là pour étudier ça, je le fais à d'autres moments. Et notre BTC, je voulais qu'on aille voir le BTC justement, voilà. Le BTC par rapport à l'or, voilà, en 4 heures de temps, on s'aperçoit qu'on est plutôt à plat ici, Ouais, ça fait pas mal de bougies ici, où on ne sait pas trop ce qui se passe depuis quelques temps, où on a fait un plus haut, et depuis, eh bien, on a du mal à vouloir trouver notre chemin. Alors attention, on a quand même des zones importantes en dessous, qui sont sur les 30 000, voilà, en espérant qu'on n'y redescende pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. La zone très importante, c'est 32 000, je vous l'ai déjà dit. Si on redescend là, il faut redescendre sur les 32 000, mais il ne faudrait pas redescendre trop en dessous, évidemment, on l'aura bien compris. Allez, on voit ça sur les graphiques. On va parler des news dans notre écosystème. On va malheureusement on est toujours en train de parler de piratage, mais un groupe de pirates informatiques non identifiés affirme avoir dérobé une quantité importante de données personnelles de CoinCloud, une entreprise de guichet automatique Bitcoin. Le vol inclurait 70 000 selfies et des informations sensibles à 300 000 clients, en plus de code source du système back-end de l'entreprise. Voilà, ces informations divulguées sur les canaux privés comprennent des données tels que les numéros de sécurité sociale, nom, adresse, date de naissance et autres détails personnels. CoinCloud, qui a déclaré faillite en février après avoir subi des pertes significatives, n'a pas encore réagi officiellement à ces allégations. Donc à suivre évidemment que c'est un problème ça. Et il y en a d'autres là, on a Crypto Wallet, alors une attaque, un portefeuille lié à Binance, 27 millions de dollars en Tether, USDT, dérobé selon la spécialiste des crypto-monnaies, Zach XBT, un portefeuille lié à Binance a été victime d'une attaque entraînant la perte de 27 millions de dollars en Tether stablecoin. L'attaque survenue hier a vidé le portefeuille de ces fonds qui ont ensuite été convertis en Ethereum via plusieurs protocoles avant d'être transféré en Bitcoin à travers Torchain. Après l'analyse de Zach XBT, ce portefeuille avait reçu les fonds suite à un retrait de Binance il y a une semaine et avait également reçu des fonds d'une adresse marquée par Etherscan comme étant celle d'un déploiement de contrats intelligents de Binance en mai 2019. Binance n'a pas encore réagi officiellement à cette information, donc on attend des news de tout ça, vous l'aurez compris. Donc voilà, un petit conseil aussi que je voulais vous redonner, que je donne à longueur de temps, mais vous savez, pour apprendre, il faut dire toujours les mêmes choses pour que ça rentre bien, et moi je suis comme ça aussi. On met pas tous ses œufs dans le même panier, on met pas tout son argent au même endroit, c'est ça que ça veut dire, et comme ça évite d'être un jour dans une catastrophe monumentale dans laquelle on peut ne pas se remettre. Évidemment, la plateforme DeFi Raft, la plateforme DeFi Raft a suspendu la frappe de son stablecoin, le R, suite à la découverte d'une vulnérabilité de sécurité. Un pirate informatique aurait exploité cette faille pour brûler des millions d'Ethers selon Igor Ingamberdiev de Wintermute. 6,7 millions de stablecoins R non garantis ont été frappés puis convertis en Ether. Mais à cause d'une erreur de codage, ces Ethers ont été envoyés à l'adresse nulle, une adresse sans clé privée. Cette situation a entraîné la chute du prix du stablecoin R qui est descendu jusqu'à 0,18 $ avant de remonter légèrement à 18h34. Il se négociait 0,78 sur le CoinGecko. Raph n'a pas encore commenté l'incident. Il serait peut-être temps qu'il commande tous ces gens-là. Voilà, on a des news, mais pas commentées par les entreprises. Donc, ça serait bien. Allez, sinon, dans les bonnes news, on a notre ami Michael Saylor. Alors, lors de la convention australienne sur la cryptographie, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a prédit une augmentation substantielle du BTC, le voyant potentiellement décuplé d'ici fin 2024. Saylor a mis en avant l'évolution du statut de Bitcoin en tant que valeur refuge et son adoption croissante par les générations plus jeunes. Il a également souligné le rôle crucial de la prochain halving de Bitcoin, un événement qui réduit de la moitié les récompenses des mineurs
dans la création d'un déséquilibre entre l'offre et la demande pouvant entraîner une hausse des prix. Seller prédit également une compétition intense sur le marché Bitcoin parmi les institutions de Wall Street, l'illustration par l'intérêt pour les ETF Bitcoin au comptant. Voilà, bon, sincèrement, il nous apprend rien, hein, tout ce qu'on dit depuis X temps, il en met une petite couche aussi. Évidemment, tous ces gens ont intérêt quand même à ce que ça monte, pas que ça baisse. Hein. Michael Saylor, on a bien compris qu'il est un gros investisseur. Donc voilà, mais de toute façon, c'est bien, ce sont quand même des bonnes news. On a besoin de bonnes news, c'est ce qui fait monter le marché, mes amis. Hein. Le nombre de portefeuilles millionnaires Bitcoin triple en 2023, c'est pas mal ça. Hein. Les données de Bit.info, Chart et Glassnode révèlent une augmentation significative de 237% du nombre de portefeuilles Bitcoin détenant plus d'$1 million, passant de 23 795 adresses au début de l'année à 81 925 actuellement. Cependant, il est important de noter que beaucoup de ces portefeuilles appartiennent à des bourses cryptographiques et des institutions financières. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Le nombre de WorldCoin, c'est-à-dire les portefeuilles avec moins de 1 BTC, a également augmenté de 4% depuis janvier, atteignant 1 018 015 adresses. Le prix du BTC, actuellement autour de 37 000, a augmenté de 38% par rapport au mois dernier, en partie grâce à l'enthousiasme pour les ETF Bitcoin au comptant en attente. Toutefois, les analystes restent partagés sur l'impact potentiel d'une approbation de ces ETF sur les marchés à long terme. Cette croissance de nombre de portefeuilles Bitcoin millionnaires et WorldCoiners suggère un intérêt croissant dans une confiance renforcée dans le Bitcoin malgré une période tumultueuse pour le marché des crypto-monnaies. L'augmentation du nombre de WorldCoiners indique une tendance à l'accumulation, ce qui pourrait être interprété comme une signe de confiance des investisseurs à long terme. Bah oui, normalement. Hein. Néanmoins, l'incertitude quant à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et les questions sur les fondamentaux macroéconomiques suggèrent une prudence. C'est ce que je vous dis à longueur de temps. C'est pour ça que je vous le dis, je le note et je vous le redis pour pas l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? La volatilité du marché et les diverses opinions d'analyse soulignent la complexité et l'incertitude inhérente au marché des crypto-monnaies. Alors que certains voient l'approbation potentielle des ETF comme un catalyseur positif, d'autres comme Tina Teng de CMC Market prévient qu'il ne suffira pas à lui seul pour inverser complètement la tendance du marché. Mais bon, la tendance du marché actuellement, elle est quand même à la hausse, hein. Donc c'est bien. Allez, je plaisante un petit peu, on ne sait pas, hein, on ne sait pas l'avenir. Si on savait l'avenir, on serait tous transformé en boule de cristal, et ça ressemble pas à ça, en tout cas pour l'instant, quand je me regarde dans la glace en tout cas. Bon mes amis, faites attention à vous, et puis voilà, le BTC 37 000 $, le TH 2000, on repasse un petit peu au-dessus, toujours un peu en rouge, mais bon, on suit de près, on voit ça sur d'autres vidéos. Soyez prudents, surtout faites attention à vous, et écoutez les news, ça vous permettra d'avancer dans l'écosystème plus sûrement. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Bye bye, ciao, faites attention à vous, bye bye.